Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents en nombre pour cette nouvelle soirée dans le cadre de l'Unipop Histoire, pour cette conférence sur l'éclat et le silence, comment faire l'histoire de la désindustrialisation. On est très heureux d'accueillir ce soir la conférencière Marion Fontaine, que je remercie de venir, je crois, la première fois à Pessac au cinéma Jean Eustache. Merci à elle. Alors Marion Fontaine est historienne, agrégée d'histoire. Elle est professeure au Centre d'histoire de Sciences Po à Paris. C'est une spécialiste bien sûr de l'histoire politique et sociale, de l'histoire des mondes ouvriers et notamment miniers, notamment en France. Elle a aussi beaucoup travaillé sur la désindustrialisation. Elle a publié des ouvrages, des articles à ce sujet, notamment un article, je crois, une série d'articles dans la revue d'histoire 20 et 21, qui s'intitulait Désindustrialisation, une histoire en cours, avec Xavier Vignat. Elle participe aussi à un projet international qui est assez intéressant, qui s'appelle Dépôt, peut-être qu'elle pourra nous en dire quelques mots, pour désindustrialisation et la politique de notre temps. Donc c'est un projet qui réunit à la fois des chercheurs d'Amérique du Nord, Canada et États-Unis, mais aussi de notre vieux continent, France, Royaume-Uni, Italie, etc. Voilà, donc ce soir, c'est sur cette histoire finalement assez longue, et plus longue que le début, que la fin des 30 Glorieuses finalement, auquel on va assister. Une histoire aussi qui a des liens forts avec la politique. C'est aussi l'objet de ces recherches qui sont menées au niveau international. Voilà, donc merci encore à Marion Fontaine d'avoir accepté de venir à Pessac, et je lui laisse la parole, sachant qu'on aura aussi un peu de temps pour les questions à la fin. Merci, merci aux organisateurs de l'Unipop. Je suis très impressionnée en fait, à la fois par l'organisation, par la gentillesse des autres et par le nombre du public. C'est très impressionnant de parler devant un auditoire aussi nombreux, donc de parler d'une question. Alors j'ai intitulé ça l'éclat et le silence, comment faire l'histoire de la désindustrialisation. Donc de parler d'une question qui est à la fois extrêmement présente dans le débat public, j'y reviendrai, on impute à la désindustrialisation énormément de choses, on met dans la désindustrialisation énormément de choses, et une question en même temps, c'est ce sur quoi je voudrais insister, qui n'est pas si clair, et qui en tous les cas moins simple, et on l'a dit, qui recouvre une histoire bien plus longue que ce que l'on entend parfois. Alors, qu'est-ce que ça peut être, la désindustrialisation ? La désindustrialisation, ça peut être une épreuve individuelle. Ici, vous avez l'entretien effectué par mon collègue canadien Stephen Hay avec un ancien sidérurgiste de Buffalo aux États-Unis qui raconte donc « J'ai appris la fermeture aux informations télévisées de 18h. 2 semaines plus tard, ils m'ont téléphoné, ils m'ont dit « Il y a un insigne célébrant vos 35 ans d'ancienneté qui vous attend ici. On aimerait vous le donner. » J'ai dit d'accord, il a dit retrouvez-nous au portail. Vous comprenez, tout était fermé, donc le type, notre chef de l'époque, m'a donné l'insigne pour mes 35 ans de service. Il faut imaginer une clôture en maille de chêne. Il me l'a tendu à travers la clôture. Voilà votre insigne pour vos 35 ans de service. Fin de l'histoire. La désindustrialisation, ça peut être aussi une épreuve et ça peut être des mobilisations collectives. Certains d'entre vous s'en souviennent peut-être, j'aurais pu en choisir bien d'autres, je reviendrai sur bien d'autres. La manifestation des sidérurgistes de Longwy, ici à Paris en 1979, protestant contre la fermeture et la déstructuration d'une grande partie de la sidérurgie française. Donc la désindustrialisation, ça peut être une épreuve et une mobilisation collective. La désindustrialisation, ça peut être ça. Alors vous allez me dire, oui, non, si. Ça, c'est... alors évidemment, je suis spécialiste d'histoire minière, j'ai pas résisté. Ça, c'est le site Cap Découverte de Carmaux, qui est aujourd'hui un parc d'attractions avec un lac, etc. Cap Découverte de Carmaux, c'est l'ancienne mine à ciel ouvert de Carmaux, celle qui avait soulevé tant d'espoir dans les années 1980, qui a fermé au début des années 1990 et qui a été reconvertie en parc d'attractions.
Donc la désindustrialisation, ça peut être l'industrie devenue un parc d'attractions. Ça peut être aussi, ceux qui ont vu le film de Michael Moore juste avant, ça peut être ces images de déstructuration urbaine, d'usines en ruine, mais plus largement de centres urbains complètement à l'abandon et qui, de Buffalo à Liège en passant par Alès, incarnent pour finir des villes et des lieux en proie à une déprise quasi totale. La désindustrialisation, politiquement, alors j'aurais pu choisir plein d'images, ça peut être, j'y reviendrai, et on dit beaucoup que la désindustrialisation est l'une des grandes causes de la croissance du nationalisme d'extrême droite, et on impute par exemple, entre autres à la désindustrialisation, le succès électoral de Donald Trump. La désindustrialisation, ça peut être aussi toutes ces villes de la banlieue parisienne, que l'on n'imagine pas, bon ici j'ai choisi Aubervilliers, j'aurais pu prendre Pantin, j'aurais pu prendre Bobigny, qui sont aujourd'hui les héritières d'un processus de désindustrialisation. Donc ici j'ai voulu vous donner quelques images de ce kaléidoscope et une manière de vous dire que la désindustrialisation, cette notion qui déborde et irrigue l'espace public, est extrêmement ambiguë et floue, et dans ses manifestations et dans ses conséquences. Il n'y a peut-être que pour les économistes, je ne vais pas dire du mal des économistes, mais il n'y a peut-être que pour les économistes qu'elle est simple. Simplement dit, pour les économistes, la désindustrialisation, ça désigne deux choses. Ça désigne le recul de la part de l'industrie dans le PIB, c'est-à-dire que l'industrie apporte moins de richesses et en général, ce sont les services qui désormais représentent la part essentielle de la richesse d'un pays. La désindustrialisation, ça désigne aussi, toujours économiquement, la régression, parfois la disparition d'activités industrielles entières, la sidérurgie, les mines, par exemple. Et ça désigne également la diminution des emplois industriels, la diminution en valeur absolue. Il y a beaucoup moins d'ouvriers qu'il n'y en avait il y a quelques décennies, en France, aux États-Unis, en Grande-Bretagne. Ça désigne aussi leur diminution relative. La part du secteur secondaire au sein de l'INSEE, après avoir atteint un sommet, en gros un peu à un tiers, dans les années 70 en France, est désormais, en gros, à peu près d'un cinquième de la population. Donc ça, c'est le phénomène économique. Mais la désindustrialisation, c'est beaucoup plus. Alors, dans la mémoire collective, je vais y revenir, c'est les fermetures d'usines, les drames sociaux, l'abandon de certains territoires. Mais ce que je voudrais souligner, c'est que la désindustrialisation entraîne en même temps des mutations bien plus lourdes, qui concernent la définition des individus et des collectifs, à commencer par celle des mondes ouvriers, bien sûr, les formes du travail comme les imaginaires qui les entourent, le fonctionnement des États qui étaient adossés à l'industrialisation. Il faut bien voir que derrière la désindustrialisation, ce que l'on désigne, c'est la déstructuration, si l'on est pessimiste, ou la transformation, si l'on est optimiste, des États et des sociétés, alors essentiellement en Europe et en Amérique du Nord, au Japon également, qui s'étaient forgés au creuset de l'industrialisation du XIXe siècle. Donc c'est un processus qui va bien au-delà de la fermeture d'usines, c'est un processus de transformation globale des sociétés. Donc ce sont des phénomènes extrêmement lourds, extrêmement vastes. Évidemment, en 1h15, je ne vais pas avoir le temps de tout aborder, mais peut-être qu'on aura le temps d'aborder d'autres phénomènes dans les questions. Et c'est un phénomène difficile à décrire. Alors je ne dis pas ça comme une espèce de manière de capter votre bienveillance ou votre indulgence, mais c'est difficile à décrire parce qu'il est au fond bien plus facile de décrire une genèse, une naissance, une expansion, un développement, que de décrire une absence, une disparition, une déréliction, l'état de la personne qui se sent abandonnée, privée de tout secours, quelque chose qui tout simplement devient invisible. Donc c'est l'un des défis principaux auxquels font face les historiens, un défi qui est en quelque sorte le miroir inversé d'un autre défi, celui qui avait consisté à décrire justement la genèse de l'industrialisation. Et je pense ici au livre magnifique, parce qu'il y a un seul livre d'histoire ouvrière, à mon avis, qu'il faut lire et qu'il faut continuer à lire. C'est le livre de l'historien britannique E.P. Thompson, qui s'appelle « La formation de la classe ouvrière anglaise », où Thompson s'interroge, et notamment dans la dernière page du livre, comment, dit-il,
rendre justice aux myriades perdues de l'éternité. Comment dit-il rendre justice à tous ces ouvriers, artisans, etc., de la fin du XVIIIe siècle et du XIXe siècle, passés complètement sous silence et qui ont pourtant forgé un nouveau monde. Et pour finir, pour les historiens de la désindustrialisation, alors je vous ai mis par exemple le livre de mon collègue américain Jefferson Cowie, je vous ai mis la revue que vous avez eu la gentillesse d'évoquer et le numéro que nous avions fait avec mon collègue Xavier Vignat. Pour les historiens de la désindustrialisation, c'est au fond le même défi. Comment rendre justice, comment décrire ceux qui sont en train de devenir de nouvelles myriades perdues de l'éternité. Comment les décrire et en même temps avec l'idée qu'il faut les décrire. Il faut les décrire comme une nécessité scientifique et intellectuelle. On a besoin de faire l'histoire de la désindustrialisation. On n'a pas simplement besoin d'une description économique et sociologique, on a besoin d'une définition historique et d'une description historique. Et en même temps, j'ai envie de dire que c'est une nécessité civique et publique. Non pas pour regretter le temps d'avant et souhaiter son retour. L'industrialisation telle que l'ont forgée le XIXe siècle et le XXe siècle dans les pays occidentaux a disparu et ne reviendra plus sous cette forme. Donc il ne s'agit pas de faire de la nostalgie. Je suis historienne, je ne suis pas apôtre de la nostalgie. Mais il s'agit à un moment où les fantômes, justement, de la désindustrialisation, les comptes non réglés, les choses qui n'ont pas été dites, continuent à flotter considérablement sur les sociétés occidentales. Il s'agit d'élucider ce passé, à mon avis, justement, pour se débarrasser des fantômes et peut-être avoir une plus claire compréhension du présent et sans doute de l'avenir. Alors, comment faire et comment commencer ? D'abord, en s'interrogeant sur le singulier ou au contraire sur le pluriel du phénomène. Ce que j'ai intitulé tout simplement la désindustrialisation. Et d'abord en balayant, ou disons en nuançant un discours que l'on entend encore souvent, on l'entend moins aujourd'hui, mais que l'on entend encore souvent. Ce discours qui voudrait dire que nous vivons désormais, alors avec un prisme occidentalo-centré conséquent, que nous vivrions désormais dans un monde numérique, dématérialisé, post-industriel, qui aurait balayé et renvoyé la vieille industrie aux calendes grecques. C'est un discours assez ancien, hein. Je vous ai mis à gauche le livre du sociologue Alain Touraine, La société post-industrielle. Le livre date de 1969, donc vous voyez que ce genre de discours n'est pas nouveau. Ce discours, c'est un mythe. Le Covid et les différents confinements, parmi d'autres phénomènes, est venu nous le rappeler. Dans notre monde du début du XXIe siècle, l'industrie n'a pas disparu. Nous ne passons pas de la fabrication de biens matériels, ce qui est après tout la définition de base de l'industrie. Elle s'est tout simplement déplacée. Nous n'avons pas arrêté de fabriquer des voitures, des t-shirts, de l'acier, du charbon, des puces électroniques et des médicaments. Ce n'est plus nécessairement nous qui le faisons. Donc l'industrialisation, nous ne sommes pas, sauf si vous restez vissés sur une perspective occidentale, nous ne sommes pas dans un monde désindustrialisé, nous sommes peut-être, et encore ça demanderait à être nuancé, dans un Occident ou dans une partie du monde où une partie de l'industrie, une grande partie de l'industrie s'est déplacée. Ce qui n'est pas un phénomène nouveau. On pourrait même dire, alors sans trop jouer le paradoxe, que la désindustrialisation est aussi vieille que l'industrialisation. Au fond, à partir du moment où se lancent les grands cycles d'industrialisation, pour la Grande-Bretagne à la fin du XVIIIe siècle, pour la France et l'Europe continentale, plutôt à partir des années 1820-1830, on a cessé de voir des secteurs industriels se constituer, des territoires industriels se constituer, et en sens inverse, des secteurs industriels périclités et des territoires industriels périclités. Dans la région lyonnaise, par exemple, à la fin du XIXe siècle, vous avez la disparition très brutale d'ailleurs de tout un tissu de petite industrie textile qui est remplacé par l'industrie sidérurgique, par l'industrie chimique. Dans la région du Languedoc, de la même manière, vous avez la disparition au cours du XIXe siècle de toute une vieille industrie du drap languedocienne
Et à l'inverse, le développement dans le département de l'Ariège, dans le département du Tarn, autour de Castres et de Mazamet, de toute une industrie lainière qui va perdurer durant tout le 19e siècle et une partie du 20e siècle. Donc il faut bien voir que la désindustrialisation n'est pas un absolu, c'est au fond un processus de cycle quasiment permanent. Ce processus, cette espèce de cycle, il se perçoit d'ailleurs au cœur même des fameuses 30 glorieuses. Ces 30 glorieuses dont on dit parfois, alors s'il y a bien une période qui est aujourd'hui complètement mythifiée, c'est bien celle-là, hein, c'est donc cette période de haute croissance pour la plupart des sociétés occidentales, Japon compris, entre 1945 et le début des années 70. A posteriori, on voit parfois les 30 glorieuses comme le sommet d'une certaine phase d'industrialisation. Ce n'est pas tout à fait vrai. En réalité, les 30 glorieuses, c'est l'expansion de certains secteurs. En France, par exemple, vous avez une expansion considérable de la pétrochimie, des biens de consommation, de l'électronique. Vous avez l'expansion industrielle considérable de certains territoires industriels, notamment dans l'ouest de la France. En fait, dans les années 50, vous avez une espèce de délocalisation à l'échelle nationale. C'est-à-dire qu'un certain nombre d'entreprises attirées par les bas salaires et la réputation qu'ont les Bretons, par exemple, d'être très peu revendicatifs, délocalisent leurs usines de la région parisienne, par exemple, à la Bretagne. Donc vous avez ce processus effectivement d'industrialisation, toute une dynamique industrielle, mais à l'inverse, au cœur même des 30 glorieuses, vous avez un certain nombre de secteurs industriels et de territoires industriels qui entrent déjà profondément en crise. Alors évidemment, je n'ai pas hésité à vous citer un exemple que je connais particulièrement bien, celui des mines. Bon, je ne vais pas vous assommer sous les chiffres, mais pour vous donner une idée, entre 1947 et le début des années 70, le nombre des mineurs en France passe de 360 000 à 90 000. Ça veut dire que l'écrasante majorité de la destruction d'emplois dans le secteur des mines de charbon a lieu avant la fin des 30 glorieuses. C'est la même chose en Grande-Bretagne. Avec d'ailleurs un certain nombre de mobilisations particulièrement importantes et qui frappent les esprits. Alors on est ici dans le sud de la France. L'une de ces manifestations emblématiques, c'est par exemple la grève des mineurs de Decazeville dans l'Aveyron entre la fin de l'année 1961 et le début de l'année 1962. Les mineurs passent Noël au fond de la mine, et qui est une grève et une mobilisation de désindustrialisation. Les mineurs protestent contre la fermeture annoncée du site de Decazeville, qui fermera, qui rouvrira, je ne rentre pas dans les détails. J'aime bien aussi cette chanson de Léo Ferré, Le conditionnel de variété, 1971, chanson 68arde par excellence, on y parle de la cause du peuple, etc. etc. Mais j'aime bien cet extrait de Léo Ferré. Alors Léo Ferré qui dénonce les cadences et les difficultés de l'industrie vivante, les cadences chez Renault, l'humiliation devrait pourtant s'arrêter devant ces femmes des industries chimiques avec leurs doigts bouffés aux acides et leurs poumons en rade. Comme si je vous disais qu'à Tourcoing, et plus généralement dans le textile en ce moment, ça licencie facile. Et c'est vrai, une partie de l'industrie textile, et notamment de l'industrie textile nordiste, est déjà en crise dans les années 60. Donc c'était, comme vous l'aviez dit, une manière de bien noter que la désindustrialisation, n'a pas commencé au début des années 70. Ni, alors encore moins, comme on l'entend parfois, au début des années 2000. Il reste qu'il y a bel et bien une rupture qui intervient au cours des années 70, rythmée par les fameux chocs pétroliers de 1973 et de 1979. Alors cette rupture, on pourrait dire qu'elle est marquée par trois caractéristiques. D'une part, vous avez là encore des destructions extrêmement massives d'emplois. Je pense qu'il faut quand même mesurer de quoi on parle quand on parle de désindustrialisation dans les années 70-80. On parle d'une sidérurgie américaine qui perd 40% de ses emplois, la moitié, entre 1979 et 1984, en 5 ans. On parle d'une industrie automobile américaine qui perd 300 000 postes entre 1978 et 1982, en 4 ans.
Donc on parle de destruction extrêmement massive, extrêmement brutale. Bon, les sidérurgistes de Longwy, dont je parlais tout à l'heure, en sont un autre exemple. Surtout, il y a deux phénomènes. Enfin, il y a un autre phénomène. Ces destructions, dans les pays occidentaux du moins, ne sont plus compensées par des créations d'emplois industriels dans d'autres secteurs. C'est-à-dire que, si vous voulez, jusqu'à présent, les vagues de désindustrialisation antérieures, bon, je prends par exemple les mines de charbon. En fait, dans le Nord, par exemple, il y a énormément de destruction d'emplois dans les années 50-60. Mais comme au même moment, on installe des usines automobiles, pour finir, je ne dis pas que c'est indolore. Aucune fermeture d'emploi, aucune fermeture d'usine n'est indolore. Mais pour finir, les destructions d'emplois dans certains secteurs sont compensées par les créations d'emplois dans d'autres secteurs. Ce phénomène, il se grippe considérablement dans les années 70-80, c'est-à-dire que là, vous assistez à des destructions d'emplois brutes. Alors, on pourra revenir sur les causes de ce phénomène et sur la radicalisation, pour finir, de ce phénomène dans les questions, si vous le souhaitez. Disons que cette désindustrialisation structurelle, et qui là, je vais y revenir dans un instant, change la structure même des économies des pays occidentaux, elle a 2, voire 3 causes principales. Alors la première, qui n'a d'ailleurs pas fini de faire sentir ses effets, mais elle fera sentir ses effets désormais sans doute dans une partie des secteurs des services, c'est l'accélération d'un vieux phénomène de l'industrialisation, mais qui là s'accélère, la robotisation et la mécanisation accélérée. C'est-à-dire que vous continuez à avoir des gains de productivité considérables dans certains secteurs qui font que vous avez de moins en moins besoin d'hommes ou de femmes pour faire tourner vos usines et pour produire. Au point que si jamais, par l'absurde, on rouvrait des mines de charbon en France aujourd'hui, en réalité, on n'aurait même plus ou quasiment plus besoin de faire descendre d'hommes dans les mines en question. Le deuxième phénomène, c'est l'externalisation d'un certain nombre d'activités, c'est-à-dire que ce qui était auparavant intégré dans des entreprises devient désormais confié à des sous-traitants. Et le troisième phénomène, évidemment, c'est au fond le fait que le cycle industrialisation-désindustrialisation se joue désormais à l'échelle mondiale. En d'autres termes, c'est les délocalisations. Comme je vous l'ai montré auparavant, des délocalisations, vous en avez déjà eu, à l'échelle nationale ou à l'échelle régionale. Ce qui change à partir des années 70-80, c'est que ces délocalisations, dans le cadre d'une globalisation, d'une intensification des échanges, je passe, se font désormais à l'échelle mondiale et que toute une partie de la sidérurgie, par exemple, se déplace dans les pays asiatiques, comme une partie de la production textile, etc., en attendant que quand les salaires, je ne sais pas moi, de la Chine, des ouvriers chinois se seront élevés, le processus se continue. Alors au final, qu'est-ce que ça donne? Alors je ne vais pas trop insister sur les chiffres, mais il faut quand même en donner quelques-uns. Alors si vous regardez, ça donne un phénomène absolument congruent et parallèle dans la quasi-totalité des pays de vieille industrie, donc des pays qui avaient été le berceau de l'industrialisation au XIXe siècle. Donc d'une part, une baisse de la part de la valeur ajoutée de l'industrie dans le PIB, et d'autre part, une baisse de la part de l'emploi industriel dans l'emploi total. Vous noterez cependant 2 phénomènes majeurs. D'une part, tous les pays n'ont pas été affectés exactement dans les mêmes proportions par ce phénomène. Vous avez des désindustrialisations particulièrement importantes, notamment, alors les Royaumes-Unis partaient très haut, mais bon, le Royaume-Uni est sans doute le cas le plus brutal de désindustrialisation, on part de 42 à 19%. La France est pas mal non plus, hein. La France est sans doute l'un des pays qui a subi l'une des désindustrialisations les plus importantes. C'est la même chose pour la part de l'emploi industriel. Bon, vous voyez qu'en France, aujourd'hui, on considère qu'à peu près il y a 18% de la part de l'emploi industriel dans l'emploi total. En Italie, au Japon ou en Allemagne, cette part reste sensiblement plus élevée. Donc c'est une désindustrialisation comme un phénomène général, mais avec des gradients. Deuxième remarque, c'est une marginalisation, ça n'est pas une disparition. C'est-à-dire que dans aucun pays considéré, l'industrie n'a disparu,
De la même manière, les ouvriers et les ouvrières, je tiens beaucoup à l'écriture épicène dans ce cas précis, je vous expliquerai pourquoi un peu plus tard, les ouvriers et les ouvrières n'ont évidemment pas disparu. Ils sont moins visibles, ils sont moins portés politiquement, ils sont moins centraux symboliquement, ils n'ont pas pour autant cessé d'exister. Troisième et dernière remarque, cette baisse, cette désindustrialisation globale, elle n'est pas due seulement au gros cycle de désindustrialisation des années 70-80. Au fond, depuis les années 70-80, vous avez eu un certain nombre de cycles de désindustrialisation. Et par exemple, au cours de la décennie 2000, disons entre 2000 et 2015, en France, plus de 530 000 emplois industriels directs ont été perdus. Il y a un certain nombre de grandes mobilisations bien connu sur la question de la désindustrialisation. Je pense à Daewoo en Lorraine en 2000, à Metal Europe dans le Nord en 2003, à Florange en 2011 et en 2013, à Whirlpool en 2017. Un certain nombre d'affaires sont dues en fait à cette désindustrialisation récente. Donc vous avez en fait une désindustrialisation qui se continue avec des arrêts et avec des phases d'aggravation depuis une quarantaine d'années. Alors ça pose la question, mais si vous voulez on pourra y revenir dans les questions, de ce qu'on peut faire, de la véracité, de la crédibilité, des injonctions régulières à la réindustrialisation, alors qu'on réentend beaucoup depuis le Covid, mais vous voyez que revenir sur un phénomène qui est quasiment structurel depuis 40 ou 50 ans, n'est pas impossible, rien n'est impossible aux sociétés humaines, aucune transformation n'est impossible aux sociétés humaines, mais nécessite quand même, disons, un certain nombre de changements considérables. Alors au-delà de cette description en quelque sorte factuelle, il faut comprendre ce que peut représenter la désindustrialisation. La désindustrialisation, c'est la rupture d'impact. On pourrait dire les choses de cette manière. Alors pour l'illustrer, je vous ai mis ici, alors je trouve que pas nos collègues, mais les artistes et les cinéastes britanniques, peut-être parce que ce sont ceux c'est la société qui en a payé le prix le plus fort, et qui continue d'ailleurs à le payer. Les cinéastes et les romanciers britanniques parlent beaucoup mieux de la désindustrialisation que d'autres. Et j'ai choisi donc, par exemple, le film dont on va passer un extrait dans quelques secondes, le film qui en français a été traduit sous le titre Les Virtuoses, Breast Off en anglais. Donc le film sort en 1996, c'est un film de Mark Herman avec Peter Postlethwaite, Tara Fitzgerald et Ewan McGregor, qui raconte l'histoire d'une fanfare, vous l'avez peut-être vu, dans une mine britannique, donc une fanfare dont la victoire dans le grand concours des fanfares britanniques est au fond la victoire des mineurs en proie aux fermetures. Alors si on peut juste passer l'extrait du film, et j'y reviendrai ensuite. Les membres de ce brillant orchestre vous diraient que ce trophée a plus de valeur pour moi que toute autre chose au monde. Mais ils auraient tort. La vérité, c'est que je l'ai cru. J'ai cru que la musique était importante. Mais c'est si peu de choses comparé aux hommes. C'est les individus qui comptent. Le fait qu'on ait remporté ce superbe trophée n'intéresse pas grand monde. Par contre, si nous le refusons en public, comme nous allons le faire maintenant, le pays entier va se tourner vers nous. Vous voyez bien, de cette façon, je ne parlerai pas pour rien. Parce que depuis une dizaine d'années, ce putain de gouvernement a systématiquement détruit une industrie tout entière. Notre industrie. Et pas seulement notre industrie. Nos communautés, tous nos foyers et toutes nos vies. Et tout ça au nom du progrès et pour quelques sales shillings. D'ici, vous n'imaginez pas ce qui se passe. Mais il y a 15 jours, la mine de ces virtuoses a été fermée. Encore un millier d'hommes qui se retrouvent sans travail et ils n'ont pas perdu que leur boulot. Beaucoup de ces mineurs ont perdu la volonté de gagner. Certains même la volonté de se battre. Et pire encore,
J'ai vu un brave garçon de 36 ans perdre l'envie de vivre, de respirer. Avouez que si toutes ces victimes étaient des baleines ou des phoques, vous prendriez vite les armes, mais hélas, non, ce n'est pas le cas. C'est seulement des êtres humains, des gens ordinaires et honnêtes, des gens sans espoir, ni avenir, qui pourtant aimaient la vie. Oh oui, ce sont tous d'excellents musiciens, c'est sûr. Mais à quoi ça leur sert, bon Dieu? Maintenant, nous allons visiter la capitale. Merci. Alors cet extrait donc, qui se place à l'extrême fin du film, il porte la marque d'un contexte britannique et notamment, cela transparaît quasiment explicitement quand le chef d'orchestre parle de ce putain de gouvernement qui a systématiquement détruit une industrie. Cela parle de la politique extrêmement brutale du gouvernement de Margaret Thatcher et notamment de cette confrontation qui reste jusqu'à aujourd'hui. Il suffit d'aller dans les loges syndicales britanniques pour le constater jusqu'à aujourd'hui, de ce conflit qui reste une espèce de trauma national en Grande-Bretagne. Je veux dire la grande grève nationale des mineurs britanniques, un an, de mars 1984 à mars 1985, qui est un affrontement direct entre les mineurs et le gouvernement de Margaret Thatcher, qui se solde par une défaite des mineurs. Donc je vous ai mis à droite le très beau documentaire, c'est un des premiers documentaires de Ken Loach, que Ken Loach tourne à cette occasion. Et donc là, vous avez, si vous voulez, en quelque sorte, une espèce de conflit de désindustrialisation porté à son acmé. Vous avez peu, dans les autres pays, de conflits et de confrontations qui se soient formés de manière aussi brutale, aussi dure, et je le répète, avec un traumatisme, et pour les vaincus, et je pense pour les vainqueurs de ce conflit, dont les effets n'ont toujours pas cessé aujourd'hui. En revanche, il y a quelque chose qui dépasse le cadre national britannique, qui est ce qu'exprime aussi le chef d'orchestre, le sentiment de la rupture d'un pacte, le sentiment d'une trahison. Alors, quel est ce pacte qui a été rompu? Ce pacte, il n'a jamais été écrit. Ce pacte, on pourrait dire qu'il s'était forgé dans les 30 Glorieuses et qu'entre les acteurs industriels, les États sociaux, les ouvriers et leurs représentants, je veux dire les syndicats et les partis, qui pouvaient s'opposer évidemment sur toute une série de sujets, ça s'appelle la lutte des classes, il y avait malgré tout un certain nombre de points d'entente implicites ou explicites, la croyance dans le progrès, la croyance dans les progrès de la productivité, la croyance dans la justesse et la justice de partager les fruits de cette croissance et de cette productivité, la croyance dans l'éthique productive, la croyance dans le fait qu'une industrie était ancrée dans le cadre de la nation. Encore une fois, ce pacte, il n'a jamais été signé, hein. Il n'a jamais existé, mais symboliquement, idéologiquement, c'est ce qui tenait, si j'ose dire, au-delà des conflits qui ont pu être extrêmement violents des 30 Glorieuses, qui tenait l'ensemble des acteurs et qui avait finalement forgé des habitudes, des valeurs. Or, à partir des années 70 et plus encore des années 80-90, vous avez le sentiment que ce genre de pacte se défait. Alors, il se défait du côté d'entreprises, bon ça c'est très connu, qui sont justement disons, insérés dans ces processus de globalisation et dont l'ancrage territorial, l'ancrage dans la nation devient de moins en moins avéré, bon, avec toutes les formes de délocalisation, toutes ces formes de fermeture brutale. Bon, je pense par exemple à la fermeture de Daewoo dans le Nord en 2002, mais il y aurait bien des exemples. Donc, pour finir,
La première rupture, elle viendrait de l'idée que les entreprises, finalement, ne se sentent plus liées à rien, ni à leurs ouvriers, ni aux territoires dans lesquels elles s'ancrent. L'autre motif de rupture, il est du côté des États. Alors, sur ce point, il faut être... je pense qu'il faut être quand même nuancé. Plus nuancé peut-être que le chef d'orchestre, mais qui, encore une fois, parle d'une situation particulière. Les États, enfin ça dépend beaucoup, mais les États n'ont pas rien fait face aux fermetures. Comment auraient-ils pu d'ailleurs ? Comment endurer, sans crainte d'une explosion sociale généralisée, la destruction de 100 000, 200 000, 300 000 emplois ? Pour un certain nombre de cas et pour un certain nombre de secteurs, les États ont agi. Je pense par exemple, alors parce que c'était des secteurs dont si jamais ils explosaient, personne ne voulait prendre le risque. Pour le cas des mines françaises et allemandes, ce sont des fermetures qui ont été considérablement ralenties justement par l'action des États et qui ont été très largement atténuées par des mécanismes sociaux. C'est-à-dire que par exemple pour le cas des mines françaises, il n'y a quasiment pas eu de licenciement. C'est résiduel. Et en gros, tout ça s'est joué soit par le transfert des mineurs, par exemple dans le tunnel sous la Manche, dans EDF, etc., soit par des mises en pré-retraite extrêmement précoces. Ce qui ne veut pas dire que les pré-retraites précoces ne posent pas d'autres problèmes. Qu'est-ce que ça fait qu'un homme... c'est surtout des hommes, que vous mettez à la retraite à 45 ans, ça pose quand même un certain nombre de questions. Mais, donc les États n'ont pas rien fait. Et face à certains secteurs, notamment les secteurs d'industrie lourde, ils ont agi. Reste qu'ils ont de plus en plus, ce néolibéralisme aidant, etc., argué et affirmé le constat de leur propre impuissance. Reste qu'ils ont de moins en moins agi pour une véritable réindustrialisation. Les grands projets de réindustrialisation sont abandonnés, disons, au milieu des années 80. Et ils ont de plus en plus, pour finir, eu surtout un rôle d'accompagnement des effets sociaux de la désindustrialisation. C'est-à-dire, on traite le chômage, on met des pré-retraites, etc., mais on ne traite pas le problème de l'activité économique. Et alors, troisième phénomène, encore plus lourd à mon avis et sans doute le plus problématique, les États, mais encore une fois c'est très facile de juger a posteriori, ont surtout traité les questions sur le moment. Donc ils ont traité les pertes d'emploi à l'instant T, la question de ce qu'allaient devenir les enfants de ces ouvriers, les fils et les filles, dans des zones en déprise économique, des enfants qui étaient en principe destinés à l'usine, donc qui n'avaient pas forcément fait d'études. La question des enfants a été constamment minorée et sous-évaluée. Et c'est cela aussi qui a donné l'impression, alors que l'on retrouve dans beaucoup de films, je pense au film de Stéphane Brisé, en 2018 en guerre, c'est ça qui a pu donner l'impression d'un abandon de la part des États. Encore une fois, cet abandon n'est pas absolument exact, mais on a eu l'impression que pour finir, l'État se désengageait lui aussi du pacte. Alors comment est-ce qu'on réagit ? Les ouvriers qui étaient en proie et qui affrontaient la rupture de ce pacte. Alors vous avez pu avoir toute une série de mobilisations. Alors ces mobilisations, elles font désormais l'objet de productions romanesques, cinématographiques. Alors beaucoup moins à l'échelle d'un secteur. C'est fini les grandes productions romanesques sur la fin des mines, la fin des sidérurgies, mais beaucoup plus à l'échelle d'une usine. Je pense par exemple évidemment au roman de Gérard Mordillat, Les vivants et les morts, adapté ensuite en série télévisée. Je pense à cette pièce de théâtre de 2016, On n'est pas que des valises, alors qui est intéressante parce que c'est à la fois la représentation d'une mobilisation des ouvrières de l'usine Samsonite contre la fermeture de leur usine. Mais ce qui est intéressant, c'est que la pièce de théâtre est jouée par des ouvrières de Samsonite. Donc, si vous voulez, vous avez eu toute une série de protestations, de mobilisations ouvrières visant à opposer à ceux qui rompaient le pacte toute une série de valeurs, l'attachement toujours ambivalent au travail, le souci de la dignité, l'ancrage dans la communauté locale ou nationale, ce que disait le chef d'orchestre. Donc, des mobilisations qui ont cherché, très souvent en vain, à protester au nom d'un certain nombre de valeurs, contre la rupture du pacte telle qu'elle le percevait. Alors, cela, c'est assez visible. Je pense qu'on mesure mal,
on mesure mal parce que c'est extrêmement difficile, la profondeur des désillusions et des ruptures individuelles qui ont suivi la rupture de ces pactes. Alors nos collègues anglo-saxons qui font beaucoup plus d'histoire orale que nous en ont peut-être une perception un peu plus claire, mais peut-être aussi parce que dans le cas des États-Unis, par exemple, l'État fédéral est très peu intervenu, donc on a des fermetures beaucoup plus brutales. Mais nos collègues anglo-saxons parlent de the half-life of désindustrialisation, les demi-vies que laisse derrière elle la désindustrialisation. Je trouve que c'est assez parlant de dire que le problème, c'est pas seulement que vous perdez votre emploi. Le problème, c'est que vous êtes atteint ou atteinte dans votre dignité, dans vos modes de vie, dans votre famille, dans ce qui fondait jusqu'à présent votre identité. Vous êtes atteint non seulement en vous-même, mais dans les lieux où vous vivez, et vous êtes atteint dans vos enfants. Et ça fait beaucoup quand même. Alors ici, vous avez par exemple, donc c'est des entretiens avec des sidérurgistes états-uniens. J'avais 49 ans et 4 enfants à la maison. J'ai failli perdre ma maison et tout le reste. Tout ce qu'on avait économisé, on a été obligé de tout utiliser pour sauver la maison. Il m'a fallu 2 ans pour retrouver un emploi et je touche le salaire minimum. Je travaille toujours parce que je ne peux pas prendre ma retraite. Je travaille 3 jours par semaine et je touche des prestations sociales. Il me verse une indemnité minable parce que j'ai travaillé seulement 23 ans là-bas. Donc un autre sidérurgiste explique, vous perdez de l'argent, vous perdez aussi un peu d'estime de soi, surtout quand vous n'êtes plus soutien de famille. Ma femme, dès que j'ai perdu un emploi, elle avait un petit boulot à temps partiel et elle embrayait tout de suite sur un temps complet. Mais c'est toujours, on ne gagne rien par rapport à ce qu'on touchait dans la Syrie. Donc je pense qu'il faut avoir aussi en tête l'ensemble que cette rupture du pacte, encore une fois, elle a pu se manifester de manière extrêmement spectaculaire. Elle a pu se manifester aussi dans des désillusions, des ressentiments individuels, ou au contraire dans des occultations, des formes d'oubli. C'est très possible aussi, qui ont pesé et qui pèsent sans doute encore lourdement jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas que la rupture de ce pacte qui a pesé. Et on peut s'interroger aussi sur les effets continus de la désindustrialisation, les effets en quelque sorte structurels, des effets qui ne s'inscrivent pas simplement dans les années 70-80, mais qui changent, je le répète, à la fois les hommes et les territoires. Alors, il y a des effets qui sont très connus de la désindustrialisation, très visibles au moins. Il y a un effet alors, dont on ne mesure pas toujours la profondeur et le degré de perturbation qu'il a pu induire, mais qui est important, qui est la transformation majeure des paysages. C'est pas rien. Quand vous avez vécu toute votre vie, quand vous avez vécu 30-40 ans dans un environnement structuré, je ne sais pas moi, par le chevalement, par l'usine, par un environnement peut-être excessivement pollué avec plein de problèmes environnementaux, sanitaires, je vais y revenir, mais un environnement qui était le vôtre. C'est pas rien de voir cet environnement se déstructurer, alors d'autant plus que le patrimoine industriel, c'est vraiment la 5e ou la 10e roue du carrosse, c'est pas rien de voir cet environnement devenir invisible et se transformer et faire que vous êtes en quelque sorte, pour citer Aragon, en étrange pays dans votre pays lui-même. Ici, je vous ai mis 2 photos qui font contraste. La destruction d'un chevalement, donc de ces grandes tours métalliques, qui permettaient l'extraction du charbon dans le bassin minier du Nord et du Pas-de-Calais. Et à gauche, ce que c'est devenu aujourd'hui, alors pas ce chevalement-là, mais pas très loin, c'est-à-dire, là, ici, vous avez le site du Louvre-Lens. Le Louvre-Lens a été bâti sur un ancien carreau de mine, c'est-à-dire sur un ancien chevalement. Donc il faut quand même bien voir, ça peut ne pas être seulement ces villes en ruine que l'on présente à Détroit, ou etc. Ça peut être aussi des traces de l'industrie qui se sont complètement effacées. Qu'est-ce qui reste de la mémoire? Qu'est-ce qui reste de l'identité? Dans ces cas-là, ça pose quand même une sacrée question. Alors, ça peut être aussi, mais ça, les entretiens que je vous mentionnais l'ont déjà dit, ça peut être aussi des transformations considérables en matière de travail et par voie de conséquence en matière d'identité, de comportement, de structure des rapports familiaux. Alors, la cause majeure de la transformation du rapport au travail, elle est évidemment dans le chômage de masse. Bon, je vous ai mis ici un certain nombre de chiffres. Il y avait du chômage.
dans les différents pays en 1973, vous voyez qu'on a quand même atteint des niveaux de chômage considérables. Alors, ce qui, évidemment, a des effets d'appauvrissement immédiat, ce qui a des effets sur les comportements sanitaires, etc., etc., ce qui a des effets profonds sur les structures familiales. C'est ce que disait implicitement le sidérurgiste aussi dans la deuxième citation. C'est-à-dire que pour beaucoup de ces hommes dans l'industrie lourde, leur identité alors était fondée sur le travail, avec un rapport très ambivalent d'ailleurs au travail, mais aussi était fondée sur leur identité de breadwinner, de gagne-pain familial. Ce que vous avez eu aussi, c'est des identités masculines qui se sont profondément déstructurées, alors avec les effets libérateurs que ça peut avoir, hein, ça veut dire que ça a, par voie de conséquence, libéré des formes d'autonomisation féminine, mais ça peut quand même changer considérablement. Par ailleurs, je le disais, ces formes de chômage, etc., n'ont pas simplement eu un impact sur les générations directement touchées, elles ont considérablement influencé les générations suivantes. C'est-à-dire que les jeunes garçons qui avaient été socialisés dans l'idée qu'ils allaient travailler à la mine ou à l'usine se sont retrouvés dans les années 80, à 20 ans ou 25 ans, avec l'idée que non, ils ne travailleront pas à la mine ou à l'usine, pas dans cette mine ou dans cette usine-là. Donc si vous voulez, vous avez pu avoir aussi des effets de transformation absolument considérables. Donc ça, c'est pour les effets les plus visibles. Vous avez eu aussi des effets, alors, moins visibles, mais bien réels. D'abord, je pense qu'il faut bien avoir en tête, ça relève de ce que je vous disais sur comment dire, l'ancrage des industries dans le territoire, c'est-à-dire que dans toute une série de cas, les entreprises insérées localement depuis plusieurs décennies, je pense par exemple aussi bien à l'entreprise Cadbury décrite par Jonathan Coe dans son dernier roman, Cause entreprises sidérurgiques, etc., en général avaient bien plus qu'un rôle économique. Et ça, c'est pas simplement vrai pour les gros secteurs miniers et sidérurgiques, c'est une vérité qui se retrouve partout. C'est-à-dire que non seulement elles organisaient le travail, mais qu'elles organisaient, soit qu'elles le financent, soit qu'elles aident au financement les logements. Elles organisaient très souvent une grande partie des loisirs. On ne compte plus le nombre de clubs de football, de chorales, d'associations qui étaient financés directement ou indirectement par l'usine ou par le comité d'entreprise. Pour finir, elles structuraient l'ensemble de la vie. Pas totalement, mais elles structuraient une grande partie de la vie. Ce qui s'est déstructuré bien au-delà du chômage dans les années 70-80, c'est aussi l'ensemble de ces sociabilités, de ces interactions, de ces modes de vie. C'est ce que dit le chef d'orchestre. Alors dans un mot qui sonne toujours bizarre en français, enfin qui a tellement de sens en français qu'on l'emploie jamais, mais qui en Angleterre a vraiment du sens, il dit « ce foutu gouvernement a détruit nos communautés ». Il n'a pas simplement détruit des hommes, il a détruit l'ensemble des modes de vie. Alors, je vous ai donné ici deux exemples qui peuvent sembler paradoxaux, mais l'actuel club qui est deuxième aujourd'hui dans le championnat de France, le Racing Club de Lens, a bien failli disparaître avec tout ça. Le Racing Club de Lens, qui était le bébé chéri de la Compagnie des Mines de Lens, qui avait pour public les mineurs de la Compagnie des Mines de Lens, qui avait comme joueurs les enfants des mineurs des Compagnies des Mines de Lens, entre les années 30 et les années 60, il fonctionne complètement en symbiose avec la communauté minière. À la fin des années 60, les mines ferment, le Racing Club de Lens redevient amateur. Bon, il faudra ensuite qu'il soit repris, etc. etc. Mais ça vous explique d'ailleurs que le club, jusqu'à aujourd'hui, représente pour la ville ce que la fanfare représente pour les mineurs britanniques, c'est-à-dire un tout petit peu plus que du football. Ça, c'est pas simplement vrai pour les grosses mines. J'aime beaucoup le roman le travail sociologique de Nicolas Renaï qui s'appelle Les gars du coin, enquête sur une jeunesse rurale. Et alors lui, il travaille sur la Bourgogne il montre bien que vous n'avez pas besoin d'être dans des grandes concentrations minières pour voir que, au fond, la petite usine sidérurgique locale, oui, elle aussi, elle finançait le club de foot. Elle aussi, elle finançait la chorale. Elle aussi, elle permettait aux filles d'avoir un petit salaire, etc., etc. C'est tout ça qui s'est déstructuré.
Et je pense que quand aujourd'hui on parle parfois improprement de la crise de la France périphérique, de la crise de la France des sous-préfectures, on ferait bien d'appeler ça la désindustrialisation, puisque c'est ça qui se passe en réalité. Alors c'est d'autant plus vrai en France qu'en France vous avez une industrie très dispersée, très ancrée dans le monde rural. Donc quand ce tissu-là s'est déstructuré, pas simplement en termes de chômage, je répète, mais en termes de diminution de la population, d'effets sur les sociabilités, de diminution des commerces, c'est tout un secteur. C'est toute une série de modes de vie qui se sont déstructurés. Et là, les effets ne sont certainement pas terminés. Alors, deuxième effet qu'il ne faut pas oublier, c'est-à-dire que la désindustrialisation... alors, je vais partir en sens inverse. Contrairement à ce que l'on dit, aux stéréotypes que l'on entend régulièrement, y compris chez les journalistes, l'industrie n'est pas et n'a jamais été uniquement une affaire de mâles blancs. Les ouvriers ne sont pas uniquement des mâles blancs. Et j'ai envie de dire que plus encore en France, s'il n'y avait eu que les hommes blancs ou que les hommes autochtones pour faire tourner les usines, je pense que la France serait encore un pays rural. Pour vous donner une idée, au début du XXe siècle, dans la population active ouvrière, vous avez un tiers de femmes. Donc c'est-à-dire, c'est pas autant qu'aujourd'hui, mais c'est quand même beaucoup. Et alors sans les différentes vagues migratoires dans ce pays depuis la fin du XIXe siècle, là encore, nous serions très largement restés un pays rural. Donc contrairement aux images qu'on diffuse parfois, si vous voulez montrer ce qu'est la classe ouvrière dans les années 30 ou dans les années 50, il faut montrer des Asiatiques, des Sénégalais, des Algériens, il faut montrer des hommes et il faut montrer des femmes. Sans cela, je pense que vous ne comprenez rien à la réalité ouvrière qui a été celle de ce pays. La France ouvrière, ou la Grande-Bretagne ouvrière, ou l'Italie ouvrière, ça n'a pas simplement été des mineurs et des sidérurgistes. Et même d'ailleurs, parmi les mineurs et les sidérurgistes, il n'y avait pas de femmes, mais il y avait très largement des immigrés. Ce qui veut dire que, a fortiori, quand les différentes vagues de désindustrialisation se sont manifestées, ce sont aussi ces catégories-là qui ont été touchées. C'est-à-dire que les victimes de la désindustrialisation, les victimes de la fermeture, encore une fois, ce n'est pas uniquement des hommes. C'est par exemple, je renvoie au beau livre de Fanny Gallo, En découdre, comment les ouvrières ont révolutionné le travail et la société. C'est toutes ces femmes qui avaient été embauchées dans les usines textiles, dans les usines électroménagers, alors d'autant plus facilement qu'elles avaient des salaires moins élevés, donc c'était bien, dans les années 60-70, c'est-à-dire au moment où on industrialisait, où on fabriquait des machines à laver et des réfrigérateurs à tout va, et qui ont été licenciées dans les années 90-2000. Avec ce que cela suppose, alors en général d'ailleurs avec des traitements sociaux nettement moins importants que les hommes, et avec là aussi ce que cela suppose de désorganisation, de perte d'identité, etc., etc. Alors même chose, la désindustrialisation en France, c'est une affaire de Français et d'immigrés. Et alors en général, les immigrés n'ont pas été les plus favorisés d'ailleurs dans cette histoire. Le cas des mines françaises le montre bien. C'est-à-dire que dans le cadre des mines françaises, alors je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a quasiment pas eu de chômage à la suite de la fermeture des mines françaises. C'est vrai. C'est vrai parce qu'en fait, on a fait un truc. Entre les années 70 et entre les années 60 et les années 80, pour absorber les à-coups de la production, puis pour avoir une main-d'œuvre plus facile à déplacer, disons, on a embauché des ouvriers marocains, des jeunes paysans marocains. Alors cela c'était bien, ils n'avaient pas le statut très protecteur des mineurs autochtones, ils étaient en contrat temporaire, 12 mois, 18 mois. Là c'est la main-d'œuvre idéale, c'est-à-dire que cette main-d'œuvre-là, là vous avez pu supprimer ces contrats sans aucun problème, et donc l'utiliser dans les années 60-70, et la laisser se débrouiller, si j'ose dire, ou la renvoyer au pays, une fois que les fermetures sont intervenues. Donc ça veut dire que, et c'est politiquement très important, ça veut dire que la désindustrialisation, pour les classes populaires aujourd'hui en France, c'est sans doute l'expérience la plus générale et la plus universelle. Tout le monde ne l'a pas vécu de la même façon, tout le monde n'en a pas tiré les mêmes effets, mais cette désindustrialisation, elle a été vécue par l'ensemble des catégories ouvrières françaises. Alors, plus optimiste, parce que je pense qu'il faut quand même de temps à autre être optimiste.
les fermetures ont été aussi, dans un certain nombre de cas, une ouverture et une révélation. Je pense qu'il ne faut pas avoir... aucun phénomène historique, d'ailleurs, n'a d'effet entièrement négatif. Et par exemple, justement, si je reprends le cas des mineurs, pour les enfants de mineurs qui vivaient dans cet état des enfants de mineurs qui vivaient dans des états de dénuement encore considérables dans les années 50-60, dont l'espérance de vie était considérablement amenuisée et par la silicose et par les accidents au fond, sortir de la mine, faire autre chose, pour un certain nombre d'entre eux faire des études, a été une possibilité, une libération. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire que l'industrialisation était une espèce de nirvana et que sortir notamment des métiers les plus nocifs, les plus dangereux et les plus destructeurs, et Dieu sait que le métier de mineur de charbon en était un, a pu aussi être une libération. De la même manière, la fermeture a permis de se rendre compte d'un certain nombre de choses. C'est après que les verreries de Givors aient fermé en 2003. C'est après que la même année, dans le nord de la France, l'usine de plomb de Métal Europe a fermé, que l'on a pu constater les dégâts et environnementaux et sanitaires absolument considérables du travail industriel et de la production industrielle. Dans le cas des verriers de Givors, c'est-à-dire une somme de cancers professionnels absolument considérable. Et là, directement, c'est la verrerie qui a tué. Et dans le cadre de Métal Europe, c'est très connu, d'une part fabrique de plomb, donc d'une part des formes de saturnisme extrêmement répandues dans la population environnante, et par ailleurs une intoxication des sols, là sans doute pour des décennies. Donc si vous voulez, ce que les fermetures ont permis aussi, c'est au fond de permettre une réflexion, et là elle vaut aussi jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on dit réindustrialisation, la question c'est aujourd'hui à quel prix ? Et quand on dit l'industrialisation, c'est chez les autres, en Chine, en Inde, il faut bien savoir que ce qui s'est passé à Givors ou à Métal Europe, aujourd'hui, ça se passe en Chine, en Inde et ailleurs. Donc la question est aussi de savoir à quel prix nous acceptons de produire des biens matériels. Alors nous n'allons pas arrêter de produire des biens, hein, ça c'est certain. Mais nos expériences que révèle la désindustrialisation nous obligent aussi aujourd'hui à penser ce que peut être et ce que serait une désindustrialisation qui ne soit pas trop destructrice, et des hommes et des femmes qui la font agir, et des territoires. Alors, dernière série de remarques, ce ne sont pas les moins importantes, mais je voulais terminer par là, sont évidemment ces remarques qui agitent énormément autour, au fond, des effets politiques de la désindustrialisation. Alors j'ai choisi délibérément de faire coexister deux images. Alors à gauche, celle de la campagne du Parti socialiste et CFIO au début des années 1950, donc dans le Nord et le Pas-de-Calais, où le Parti socialiste et CFIO a des bonnes bases, hein, et vous voyez la représentation de l'homme de marbre, c'est-à-dire la représentation telle que le mouvement ouvrier est parvenu à la forger au cours d'un siècle, c'est-à-dire la représentation du mineur héros, la représentation du travailleur en conquérant de l'avenir. C'est-à-dire qu'à gauche, vous avez une représentation extrêmement valorisante, héroïsante, du mineur, de l'ouvrier en général, considéré pas simplement comme un martyr, comme une victime, mais considéré comme le combattant, l'acteur et le porteur de l'avenir. C'est bien après tout ce que disait déjà Marx. Marx qui dit que les prolétaires ne sont pas simplement victimes du capitalisme, les prolétaires sont les acteurs de cette transformation, et à terme, ce sont les constructeurs du futur. Aujourd'hui, quand on parle des classes populaires, alors évidemment, je caricature énormément, mais je vais y revenir. Alors, je ne dis pas que c'est les tuches, je ne dis pas que c'est les déchiens, je ne dis pas que c'est les lequénois, les groseilles, pardon, dans La vie est un long fleuve tranquille. Il y a quelque chose de ça. C'est-à-dire que vous avez eu une mutation symbolique absolument considérable depuis 40 ans. Les représentations des anciennes classes ouvrières qu'on appelle aujourd'hui classes populaires
qui avaient toujours vécu sur une espèce de double face misérable et héros, ont complètement basculé dans le misérable et le péjoratif. Aujourd'hui, les anciennes classes ouvrières, devenues classes populaires, qu'est-ce que c'est dans les représentations les plus communément, et qu'est-ce que c'est depuis les années 70-80 ? C'est les marginaux, les asociaux et les violents. Les hooligans, par exemple, qui se développent dans les années 70-80. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas violents et que les hooligans ne posent pas problème dans les stades britanniques. Mais les hooligans, à l'origine, c'est la jeunesse ouvrière britannique en voie de déstructuration. Donc les classes populaires aujourd'hui, ça peut être les marginaux, les asociaux, les violents, les jeunes à casquette, etc., etc. C'est la plupart du temps des victimes. C'est-à-dire que les classes populaires aujourd'hui, les anciennes classes ouvrières, c'est celles que l'on aide, celles qui sont passives, celles à qui on accorde des réductions d'impôts, à ce que vous voulez, celles qui n'ont aucune prise sur leur propre destin. Et en qui, de toute façon, qu'on ne voit absolument pas capable de construire un projet politique. Et enfin, évidemment, les anciennes classes ouvrières, c'est devenu ce danger pour la démocratie depuis que l'on a dans l'idée que ces classes populaires, anciennes classes ouvrières des territoires désindustrialisés, auraient basculé totalement ou partiellement dans le camp de ce que vous appellerez au choix le populisme, le nationalisme, les brexiteurs, etc., etc. Ce n'est pas nouveau que les ouvriers ou que les classes populaires soient considérés comme des barbares, comme des dangers publics. Déjà en 1834, après la révolte des canuts lyonnais, un journaliste conservateur écrivait « Les barbares ne sont point dans le Caucase, ils sont dans les faubourgs de nos villes manufacturières. » Traduisez dans les termes d'aujourd'hui, les barbares ne sont pas en Russie, ils sont dans nos banlieues. Les barbares, c'est les ouvriers. Donc qu'il y ait des représentations considérant les classes populaires, et notamment les classes ouvrières, comme un danger public et quelque chose à contenir absolument pour la sauvegarde des régimes, etc., c'est aussi vieux que l'industrialisation. Sauf que entre le milieu du XIXe siècle et les années 1980, il y avait des forces capables de contrebalancer tout cela. Ces forces, c'était bien sûr ce qu'on va appeler le mouvement ouvrier, c'est-à-dire d'une part les forces syndicales, qui sont antérieures et qui apparaissent en Grande-Bretagne dès les années 1830, et d'autre part ce que l'on va appeler les partis ouvriers, partis socialistes, partis communistes, partis marxistes, tout ce que vous voulez, c'est-à-dire ces partis qui naissent à partir des années de la deuxième moitié du XIXe siècle pour structurer et représenter la classe ouvrière. Pour la structurer, pour la représenter, pour la dignifier aussi. C'est-à-dire que, au fond, ces partis et ce mouvement ouvrier vont jouer pendant 150 ans un immense travail de valorisation symbolique. Ce qu'ils vont dire publiquement, ce qu'ils vont dire également aux ouvriers eux-mêmes, et c'est extrêmement important, ils vont leur dire « Non, vous n'êtes pas des barbares. Oui, vous êtes des êtres humains, et vous êtes peut-être même encore plus que ça, vous êtes la catégorie et la partie qui va construire l'avenir. La fameuse société sans classe et sans État, c'est vous qui allez l'édifier. L'ensemble de la société industrielle ne tient pas si vous arrêtez de travailler. Si vous êtes collectivement organisés, vous êtes ceux qui allez remporter l'avenir. » On sait évidemment que ce genre de lien, c'est délité, c'est évidemment une litote depuis 40 ans. Et que la désindustrialisation, ce n'est pas la seule cause, mais c'est l'une des causes majeures, à contribuer fortement à l'implosion, la stagnation, la déréliction, vous appelez ça comme vous voulez, du mouvement ouvrier, c'est-à-dire d'une part à l'effritement considérable des forces syndicales. Alors plus ou moins accentué, en France, c'est la bérésina complète. La France n'a jamais eu des forces syndicales très fortes, mais alors depuis 40 ans, c'est la catastrophe la plus totale. Et également un effritement des forces partisanes. Il ne vous aura pas échappé que les deux partis héritiers du congrès de Tours en 1920, les deux partis qui entendaient représenter la classe ouvrière, je veux dire le Parti communiste et le Parti socialiste, sont désormais au même niveau de faiblesse insigne,
Et qu'on sait bien que d'une part, les ouvriers et les classes populaires s'éloignent de ces partis, et d'autre part, que ces partis, sociologiquement, politiquement, soit s'éloignent de ces classes populaires, se sont éloignés de ces classes populaires ouvrières, soit ne parviennent plus à se faire entendre d'elles. Ce qui veut dire que cette fonction symbolique de valorisation qui est extrêmement importante, personne n'aime être humilié. Et tout le monde, individuellement ou collectivement, souhaite être reconnu. Cette fonction-là, elle a cessé d'opérer. Et désormais, au fond, on peut dire que même la gauche, et toutes les gauches, ne sait plus très bien quoi faire avec les anciennes classes ouvrières. Alors, vous pouvez avoir l'option brutale. Bon, je sais que la Fondation Terra Nova, je ne vais pas trop l'incrimiter, a beaucoup regretté cette note, mais vous pouvez avoir l'option brutale. L'option brutale, c'est la note du think tank Terra Nova en 2011, qui dit, donc juste avant les élections présidentielles de 2012, ça ne vous aura pas échappé, qui dit que désormais les ouvriers blancs sont conservateurs, réacs, nationalistes, xénophobes, homophobes, etc. Donc il faut laisser tomber. Et qu'il faut que la gauche s'appuie sur une nouvelle coalition des diplômés, des jeunes et des femmes. Je ne sais pas si quelqu'un a jamais expliqué à un expert de Terra Nova que dans le monde ouvrier, vous aviez des jeunes, des femmes et des diplômés, mais ce n'est pas grave. Mais ce qui est grave, évidemment, c'est l'effet symbolique. C'est-à-dire que là, vous avez un think tank progressiste qui dit explicitement une partie des anciennes classes ouvrières, de toute façon, c'est détourné de nous, et de toute façon, il n'y a rien à faire, et il n'y a qu'à la laisser péricliter tranquillement, et on verra ensuite. Mais même dans ceux qui, aujourd'hui, entendent porter les voix de ces classes populaires, de ces anciennes classes ouvrières, de ces expériences nées directement de la désindustrialisation. Je pense, par exemple, au célèbre Édouard Louis et à son roman « En finir avec Eddie Bellegueule ». Si vous regardez la représentation des classes populaires dans « En finir avec Eddie Bellegueule », vous êtes très loin de la représentation valorisante et héroïsante de l'ancienne classe ouvrière. Et pour finir, cette idée qui veut que finalement ces classes ouvrières, elles sont conservatrices du point de vue des mœurs, elles sont conservatrices du point de vue politique, cette idée, elle s'est imposée un peu partout. Alors, on pourrait se demander jusqu'à quel point elle est vraie, cette idée. C'est-à-dire jusqu'à quel point il est vrai qu'aujourd'hui, le nationalisme et le conservatisme sont devenus, du fait de la désindustrialisation, le fait des enfants des ouvriers. Cette représentation, elle n'est pas sans fondement, c'est ce que je peux dire, et en même temps, elle est inexacte. Elle n'est pas sans fondement, c'est-à-dire que c'est vrai, c'est pas la peine de le nier, que toute une série d'anciens territoires ouvriers, et je ne parle pas simplement des gros bastions industriels, voient aujourd'hui, c'est une autorité publique, des scores, pour le cas de la France par exemple, du Rassemblement national élevés. C'est vrai que dans l'ancienne Rust Belt, les territoires, les États les plus industrialisés auparavant des États-Unis, Trump a fait effectivement des scores considérables. Et c'est vrai que la rupture du pacte que j'évoquais tout à l'heure, par exemple en valorisant la communauté locale ou nationale contre les mondialisateurs, contre les délocalisations, a pu précipiter des redressements, des alignements politiques. En même temps, cette idée que désormais les héritiers de l'industrie seraient le rempart du conservatisme et l'archaïsme, elle est problématique. Enfin, elle pose toute une série de questions. D'abord parce que je vous l'ai dit, la désindustrialisation est un processus au long cours. Et quand j'entends ce que j'ai entendu quand même il y a 4 ou 5 ans sur France Inter, que les anciens mineurs votent Rassemblement national, des anciens mineurs, d'abord il n'y en a plus beaucoup, leur espérance de vie elle est quand même considérablement diminuée, et un vrai ancien mineur communiste qui bascule du côté du Rassemblement national, c'est pas fréquent. Est-ce que c'est les anciens ouvriers qui ont basculé, ou est-ce que c'est leurs enfants? Ce qui n'est pas tout à fait exactement la même chose. Deuxième chose, on pourrait dire que le conservatisme ouvrier ou le conservatisme populaire, il n'est pas neuf. Qu'après tout, le général de Gaulle avait des ouvriers qui votaient pour lui. Que le général Boulanger, si on remonte encore plus loin, avait des ouvriers qui votaient pour lui aussi. Donc, est-ce que ce vote conservateur, il est tout à fait nouveau, ou est-ce qu'il n'apparaît aujourd'hui d'autant plus que, parce qu'il y a deux phénomènes qui sont beaucoup plus prononcés. D'une part, une abstention absolument massive. Le premier vote
des anciennes catégories ouvrières, c'est l'abstention, de manière absolument écrasante. Et d'autre part, le fait, lui aussi bien connu, que est-ce que c'est le nationalisme populiste qui est élevé, ou est-ce que ce sont les anciennes forces ouvrières qui sont devenues tellement infimes qu'on ne voit plus désormais que le Rassemblement national. Donc est-ce que c'est le nationalisme qui est élevé, ou est-ce que ce sont les autres qui sont très faibles? Et alors, troisième remarque, beaucoup plus générale celle-là, je pense que la désindustrialisation à elle seule n'explique pas ni les scores du Rassemblement national, ni le score de Donald Trump, ni le Brexit. C'est-à-dire que si on veut expliquer le basculement conservateur d'une partie des sociétés occidentales, ce n'est pas seulement dans les anciennes classes ouvrières qu'il faut les chercher. Et que si vous regardez la sociologie des différents électorats concernés, vous voyez bien que ce qui est frappant justement dans cette sociologie, ce n'est pas son caractère monoclasse. C'est au contraire le fait que cela représente des désillusions, des ressentiments, etc., qui certes sont présents dans les territoires industriels, mais sont présents aussi de manière bien plus générale. Donc il n'y a pas de happy end dans cette histoire, hein, il ne pouvait pas y en avoir. Il y a simplement l'idée que nous vivons désormais avec les effets de la désindustrialisation. Nous ne pouvons pas vivre évidemment sans. Nous vivons avec une interrogation, et pour moi qui travaille sur ces sujets depuis quelques années maintenant, une interrogation qui, c'est frappant, s'est considérablement accrue, je trouve, ces dernières années. Enfin, entre le moment où j'ai commencé à travailler sur ces questions qui, à ce moment-là, n'intéressaient vraiment personne, au début des années 2000 et aujourd'hui, on voit bien que, et du côté de la production scientifique et du côté de la production artistique, ces questions, elles travaillent les sociétés. Elles travaillent les sociétés parce que ces sociétés sont elles-mêmes travaillées. Donc vous en avez évidemment un exemple avec le roman de Nicolas Mathieu, prix Goncourt il y a quelques années, Leurs enfants après eux, qui est un très beau portrait romanesque de la désindustrialisation sans jamais ou presque parler de l'usine. Vous en avez évidemment une illustration avec le livre puis le film de Didier Héribon, Retour à Reims. Donc autant dire que vous avez aujourd'hui des représentations extrêmement massives de ce phénomène. Alors qu'est-ce qu'en dit l'historienne? Je pense que et ces représentations et le travail scientifique est important pour une chose. Encore une fois, on ne reviendra pas à l'industrialisation d'avant. J'ai suffisamment travaillé sur le monde minier pour ne pas le souhaiter. J'ai aucune envie de revoir des malades de silicose au début du XXIe siècle. Nous ne pourrons pas revenir sur la profondeur de la rupture de la désindustrialisation. Même si nous réindustrialisons d'une manière ou d'une autre, nous ne reviendrons pas sur ce qu'ont été les sociétés du XIXe et du XXe siècle. En revanche, reconnaître, comme le disait Hippie Thompson, à ces myriades perdues de l'éternité, à ceux qui en ont fait directement l'expérience des fermetures, comme à leurs enfants et à leurs petits-enfants, reconnaître ces expériences, reconnaître l'importance de ce qu'ils ont vécu, reconnaître l'ensemble des traces et des héritages que cela représente pour les sociétés contemporaines, au lieu de les placer sous le tapis, ne résoudra absolument pas tous les problèmes qui se posent aujourd'hui, mais je pense en construisant des mémoires, des identités, des valeurs collectives, pourrait permettre au moins de constituer des sociétés et autres qui soient plus, disons, qui aient un rapport plus apaisé avec leur passé et donc plus simple et plus productif avec leur présent et leur avenir. Je vous remercie. Merci beaucoup Marion Fontaine pour cette conférence. Alors on a un tout petit peu de temps, si vous le souhaitez, pour poser quelques questions. N'hésitez pas à lever la main si vous en avez dans la salle. Alors peut-être moi comme remarque, on a parlé aussi des questions politiques, peut-être aussi des questions géopolitiques. On a fêté récemment finalement le 20e anniversaire, je crois, de l'entrée de la Chine dans l'OMC.
Donc vous rappeliez que ce phénomène de désindustrialisation était sur le long terme, qu'il y avait des causes vraiment très variées. On peut penser aussi à la crise de 2007-2008. Est-ce qu'il y a ces moments aussi d'accélération et comment ils peuvent être utilisés en termes politiques, géopolitiques aujourd'hui? On sait que Trump en a fait un peu un cheval de bataille à un certain moment par rapport à la Chine. Enfin voilà, est-ce que ce sont des choses aussi qui continuent de travailler et qui vont travailler de plus en plus finalement nos sociétés? Je pense que ça les travaille beaucoup et en même temps ça ne les travaille pas assez politiquement. J'ai envie de dire que si les actuelles forces de gauche pêchent aujourd'hui, c'est par plein de questions, mais c'est aussi sur la difficulté, comme le disait le bon vieux Karl Marx, à penser internationalement. C'est-à-dire que la question aujourd'hui, c'est comment vous pensez cette question des effets de la délocalisation à la fois nationalement et internationalement. Parce que est-ce que, en bonne internationaliste, vous pouvez dire aux Chinois, aux Indiens et autres, non, écoutez, vous n'allez pas vous industrialiser, puis de toute façon, on veut garder nos industries chez nous. C'est-à-dire comment penser à la fois des phénomènes qui effectivement affectent profondément les sociétés occidentales, mais également des phénomènes qui sont difficilement empêchables du point de vue de la Chine. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faudrait revendiquer aujourd'hui ? Je pense que la question, elle se pose aujourd'hui pour la gauche. Est-ce qu'il faut revendiquer une guerre économique avec la Chine ? Ce qui est d'ailleurs l'option qu'ont prise aussi bien Donald Trump que celle que prend Joe Biden aujourd'hui. Est-ce qu'il ne faudrait pas essayer, au contraire, de dire que, par exemple, militer pour une élévation, ça c'est très utopique, mais ça se tente, une élévation générale des standards internationaux du droit du travail. C'est-à-dire que le problème, on ne va pas cesser est-ce qu'il y a des choses qu'on peut relocaliser en France, etc. Ça se pose. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas aussi militer à l'échelle internationale pour les ouvriers chinois qui vivent dans des conditions absolument dantesques? C'est-à-dire, aujourd'hui, je pense que plus que jamais pour les forces politiques, la question c'est comment vous militez à la fois pour les gens d'ici et pour les gens d'ailleurs. C'est-à-dire comment vous êtes vraiment internationaliste. Je n'ai pas de réponse simple à cette question, mais je pense que c'est une question qu'il faut poser. Sinon, encore une fois, si vous ne la posez pas, et je pense que la gauche ne l'a pas assez posée, là, vous ouvrez la porte au nationalisme. C'est-à-dire que face aux délocalisations, vous avez vraiment deux réponses. La première réponse, la plus évidente, la plus simple, la plus facile, c'est le nationalisme. La deuxième réponse, la plus compliquée, etc., c'est la solution du socialiste Albert Thomas, fondateur de l'Organisation internationale du travail et du BIT en 1919, c'est comment vous faites pour ériger des standards internationaux qui permettent à chacun de travailler et qui permettent de vous dire que si vous élevez les standards du travail en Chine, vous avez peut-être la possibilité de relocaliser un certain nombre de choses, etc. C'est ça qu'il faut viser. Encore une fois, je pense que si le nationalisme à la Trump a pu se développer, c'est parce que, mais encore une fois, c'est très difficile, la gauche n'a pas été en mesure de proposer véritablement une pensée internationaliste de tout cela. Merci. Alors, est-ce que vous avez des questions dans la salle? Non? Oui? Je vous donne le micro. Bonjour, merci pour cet exposé très intéressant. Mais il y a un point que vous n'avez pas évoqué. Moi, je pense que actuellement, il y a un prolétariat du tertiaire qui a pris la place du prolétariat ouvrier et qui ne tourne pas autour des mêmes valeurs, notamment la solidarité. Et je me demande si ce n'est pas cette catégorie de population qui fait actuellement le lit d'extrême droite. C'est une bonne question. Alors, je ne pouvais pas, en 1h15, je ne pouvais pas tout dire. Et je voulais vraiment rester sur la désindustrialisation des industrialisations. Oui, ça agite beaucoup d'ailleurs. Est-ce qu'aujourd'hui, au fond, le nouveau prolétariat, ce ne serait pas les travailleurs du clic, les chauffeurs de chez Uber, les métiers du service, etc., etc. Est-ce que ce sont eux qui font le lit de l'extrême droite? Sociologiquement, non. Enfin, c'est pas eux. De toute façon, eux, ce prolétariat industriel, ce prolétariat tertiarisé, ils votent pas, tout simplement. Est-ce qu'ils sont si éloignés que ça des anciennes valeurs de solidarité, de collectif, de l'ancien prolétariat industriel?
L'ancien prolétariat industriel ne les avait pas au départ. Si vous demandez aux ouvriers des usines textiles des années 1820, le degré de solidarité dans des populations écrasées par la misère en 1820, c'est assez proche de zéro. Ça se construit. C'est-à-dire que la solidarité, le sens du collectif, ça se construit. Et d'ailleurs, ça n'est pas toujours sont commencé à se construire. Des protestations, des politisations et des formes de syndicalisation chez les travailleurs ubérisés, vous commencez à en voir. Des protestations, des mobilisations chez ce qu'on appelle les travailleurs et les travailleuses du care, c'est-à-dire infirmières, aides-soignantes, etc., vous commencez à en voir. Rien ne dit que chez les prolétaires du clic, etc., vous ne finirez pas par en voir. Encore une fois, je ne pense pas qu'il y ait de fatalité dans tout ça. Alors, si je synthétise ma réponse, c'est pas ce prolétariat-là qui vote extrême droite, encore une fois, parce qu'il est bien trop écrasé. En plus, comme il est, là, pour le coup, très largement étranger ou d'origine immigrée, c'est pas lui qui vote Rassemblement national. Il pourrait très bien fonder de nouveaux collectifs et de nouvelles formes de politisation. La question, c'est de le faire, en même temps, c'est très long. C'est pas très facile ce que je vais dire, mais entre les débuts de l'industrialisation à la fin du XVIIIe siècle et la structuration du mouvement ouvrier solide dans les années 1860, il faut quasiment 70 ans. Là, on parle d'une rupture, surtout la rupture numérique tertiarisée, qui est intervenue depuis 30 ou 40 ans. On ne sait pas ce que ça donnera. Mais je pense qu'il n'y a pas de fatalité sur le fait que certaines catégories seraient plus individualistes que d'autres. Merci. Alors, une autre question. Oui. Je vais vous faire passer le micro, rapidement. Merci beaucoup. Oui, à propos de la mondialisation et des délocalisations, je voudrais revenir sur les printemps arabes et des voix que l'on a entendues, notamment en Tunisie. En Tunisie, il y avait des entreprises françaises qui avaient délocalisé, et ce qui permettait de maintenir, et du moins pour la population française, des prix relativement attractif. Or, une entreprise avec des femmes, dès le début du printemps en Tunisie, s'est mise en grève en disant « mais nous, c'est la révolution, donc maintenant, nous revendiquons les salaires à l'identique des salaires qui sont pratiqués en France ». Et bien évidemment, les chefs d'entreprise français ont dit « ah non, mais ça ne va pas du tout, là, c'est pas ça ». Et je trouve que c'était très intéressant comme situation. Mais on n'en a pas vraiment entendu parler. Alors, par rapport au travail de collecte de l'information et des témoignages, moi, j'en ai entendu parler en écoutant une émission remarquable sur France Culture qui s'appelle « Les pieds sur terre ». Et où on n'est pas gêné par les commentaires des journalistes, excusez-moi s'il y en a dans la salle, mais on entend des voix, on entend des témoignages, et dans des domaines différents, mais beaucoup sur des situations de travail en usine et de ce que c'est que l'usine aujourd'hui. Alors, moi, c'est une façon de dire... on peut entendre ces voix-là, mais à condition qu'il y ait un travail médiatique qui soit fait. Et peut-être, pour revenir en arrière, quand la gauche a un petit peu tiré un trait sur la classe ouvrière, elle a tiré un trait sans doute sur ses propres défaites, mais peut-être que le travail que vous avez évoqué des scientifiques qui a beaucoup été fait, ou des historiens en Grande-Bretagne, peut-être ce travail n'a-t-il pas été fait à temps et n'a-t-on pas suffisamment donné à entendre ces paroles ouvrières, parce que ça aurait été l'occasion de redonner cette dignité en écoutant les paroles, en donnant un impact à ces paroles, redonner cette dignité et lutter contre
comment dire, l'humiliation de cette situation qui, à mon avis, s'est transmise sur plusieurs générations. Oui, vous avez tout à fait raison. Alors juste une petite remarque. Je pense qu'il faut quand même différencier le travail scientifique et le travail politique. C'est-à-dire que ce travail scientifique, on ne pouvait pas le faire tout de suite. Justement parce qu'on n'est pas des journalistes et que pour les historiens, nous avons besoin d'ancrer les réflexions que nous faisons dans le temps. Donc c'était pas possible de le faire dans les années 80 et d'ailleurs personne n'y aurait songé. Non, je suis d'accord, c'est-à-dire qu'il y a un travail scientifique à faire, il y a un travail politique qui n'a pas nécessairement été fait. Encore une fois, si je prends cet exemple-là, je pense que la fin des mines de charbon et en Europe et ailleurs était et est inéluctable. Ça ne veut pas dire qu'il ne fallait pas écouter ceux qui ont vécu ces fermetures, ça ne veut pas dire qu'il ne fallait pas effectivement remédier à ce sentiment d'humiliation, ça ne veut pas dire qu'il fallait les traiter d'inutiles, de dinosaures, de pollueurs, etc., comme on l'entend parfois. Ça veut dire qu'effectivement, il y a un travail politique d'écoute ou de mise en valeur des témoignages, mais ça, des politiques ont très bien pu le faire. C'est-à-dire que les politiques n'ont pas besoin de nous. Enfin, le Parti social, les intellectuels socialistes ou communistes, à la fin du 19e, ils n'ont pas besoin des historiens pour faire des enquêtes et pour écouter les gens. C'est-à-dire que je pense qu'il y a effectivement, il faut distinguer le travail scientifique et le travail politique. Et qu'effectivement, le travail scientifique est intervenu trop tard, mais c'est toujours compliqué pour nous d'intervenir tout de suite. Et le travail politique, oui, il n'est sans doute pas assez intervenu. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Non? Ah, pardon. J'ai pas une vue à 360, c'est dommage. Oui, bonsoir. J'en ai pas pour très longtemps, mais je sais pas trop par où commencer. En fait, je suis très contente d'être venue à cette conférence parce que moi, j'ai soutenu au mois de juin un mémoire de recherche sur la culture dans les territoires désindustrialisés aux États-Unis. Et normalement, je suis censée embrayer sur une thèse sur une question que vous avez abordée. Du coup, avez-vous certainement la réponse pour m'éviter 6 ans de recherche? Je plaisante. La question est autour du patrimoine industriel. Vous avez exprimé que c'était la 5e roue du carrosse, ça m'a fait de la peine. Parce que justement, moi, dans le cadre de mon mémoire de recherche, justement, j'ai parlé de la transformation du patrimoine industriel, notamment tout ce qui était entrepôt et usine à certains endroits. Donc je me posais déjà la question de savoir si effectivement on avait perdu une bonne partie de ce patrimoine industriel, un patrimoine peut-être très spécifique. Mais après, moi je connais que les États-Unis et mon idée, enfin en tout cas mon projet de thèse, c'était justement sur la question de la valorisation du patrimoine industriel à Homestead des aciéries. Parce que vous savez, il y a tout ce parcours de Rivers of Steel sur l'héritage effectivement de tout ce monde sidérurgique. Et voilà, je me demandais quel était votre avis sur la question, parce que la 5e roue du carrosse, bon. Alors, je me suis mal exprimée. D'abord, c'est un très beau sujet de thèse, et non, je ne répondrai pas à la question parce que j'aimerais bien lire votre thèse, donc je la lirai dans quelques années. Alors, 5e roue du carrosse, c'est pas ce que je pense, mais c'est la manière dont ça a été apprécié, alors avec de grandes variables nationales. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire sur la question de l'industrie en France. Je pense que quelquefois dans ce pays, on ferait beaucoup mieux de parler d'industrie et beaucoup moins d'un certain nombre de sujets, ça nous calmerait légèrement. Mais il est clair que le patrimoine industriel est très difficile à conserver. Pas simplement en raison de sa prétendue laideur, c'est-à-dire que ça prend énormément de place. Enfin, il suffit de voir une aciérie, etc., ou un carreau de mine. Donc ça pose plein de questions de conservation. Après, vous avez pu avoir une volonté politique ou culturelle, locale ou nationale, plus ou moins affirmée. Pendant longtemps, en France, elle a été très, très peu affirmée. C'est-à-dire que c'est pas moi qui dis que c'est la 5e roue du carrosse, c'est qu'aux yeux de la majeure partie du ministère de la Culture en France, ça a été pendant très longtemps la 5e roue du carrosse. Ça l'est moins depuis 20 ou 30 ans. Aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, effectivement, ça a été conservé de manière extrêmement variable.
en fonction, parce que justement, là, il n'y a pas eu une définition de la part de la politique, par une politique d'État, ça a été beaucoup des initiatives locales ou régionales, avec d'autres problèmes. Je pense par exemple aux travaux du sociologue Tim Strangleman, que vous connaissez sans doute, c'est-à-dire que comment conserver ces ruines, ces traces de l'industrie, sans les dénaturer et sans en même temps qu'elles pèsent trop sur le paysage. C'est le syndrome Cap Découverte de Carmot. C'est-à-dire comment conserver des traces en leur laissant un sens, en leur donnant en même temps une nouvelle vie, sans en faire des Disneyland industriels. Je pense que c'est des problématiques extrêmement complexes. C'est-à-dire, ça met en jeu votre rapport à l'industrie. Et on a pu dire que garder des traces de l'industrie, si c'était pour en faire un parc d'attractions, c'était une autre manière d'effacer les traces de l'industrie. D'effacer, par exemple, l'ensemble des luttes sociales qui vont avec. Donc, l'expression 5e roue du carrosse, vous avez raison, était impropre. Elle signifiait que, si vous voulez, traiter du patrimoine industriel, alors plus en France qu'ailleurs, mais quand même ailleurs comme en France, est compliqué parce que ça pose des tas de questions et que ça réveille des tas de souvenirs. Et par ailleurs, vous pouvez avoir plein d'acteurs derrière. C'est-à-dire qui va valoriser ce patrimoine industriel? Les entreprises touristiques, l'État, les représentants de la culture, alors ça c'est en France, les syndicats, le patronat, beaucoup de musées de la mine ou de la sidérurgie, par exemple en France, ça rend fou les anciens syndicalistes, sont des créations patronales. Et alors c'est bizarre, en général dans ces musées, les luttes ouvrières, ça disparaît, c'est bien, tout le monde s'entendait bien, il n'y avait pas de racisme, il n'y avait pas de lutte des classes, tout allait bien. Ça pose une série de questions, c'est-à-dire que je pense qu'il y a à la fois une question de conservation et en même temps une question de valorisation et de sens à donner, ce qui ne sont pas des questions simples. Mais en tous les cas, c'est un magnifique sujet de recherche. Voilà, bon courage alors pour les 6 prochaines années. Et merci beaucoup. Merci à Marion Fontaine et merci à vous d'avoir participé à cette conférence.